Alors du coup, oui, moi je vais vous présenter une première version d'un outil qu'on développe qui a pour objectif de modéliser la fragilité des structures de médecine d'urgence. Merci pour votre attention. Voilà. Donc tout d'abord, un petit peu de contexte. Donc cet outil a été mis en place dans le cadre du plan d'action de consolidation de l'offre de médecine d'urgence. Et il répond aux besoins d'outils d'aide à la décision dans le cadre de ce projet. Donc nous, on avait comme objectif de créer un outil qui permettrait donc de modéliser la fragilité des structures d'urgence, mais surtout, le focus était sur pouvoir permettre d'identifier plus facilement des leviers d'action qui pourraient être mis en place. Donc on a un peu réfléchi l'outil de façon à pouvoir bien orienter les décisions. Et donc les problématiques sur lesquelles il nous a fallu réfléchir, c'était tout d'abord qu'il n'y avait pas de définition uniforme admise de ce qu'est la fragilité. Donc on a déjà dû se poser cette question-là. Et la fragilité, ce n'est pas un concept uniforme. Il y a de multiples facettes de fragilité. On peut être fragile sur certains points, pas du tout fragile sur d'autres points. Donc il fallait que cet outil permette de rendre compte de ça. Et enfin, étant donné que l'outil a pour objectif d'être national, il fallait qu'on trouve des sources de données fiables, exhaustives et nationales. Alors par contre, je m'excuse par avance, il semblerait que les animations n'aient pas fonctionné, donc il va y avoir des diapos qui vont arriver qui vont être à chaque fois un peu chargés. Donc moi là, la présentation que je vais vous faire, c'est sur une première version de cet outil qui était une version test juste sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc sur 76 structures d'urgence réparties sur 12 départements. Et on a utilisé comme source de données donc le RPU, les APL, la SAE, le PMSI, le SNDS et OpenStreetMap pour développer 18 indicateurs de fragilité. Alors du coup, ces indicateurs, on les a hiérarchisés, on leur a attribué en fait à chacun des types, des familles. Donc les deux premiers types, ce sera la zone et l'établissement. Donc ce sera les indicateurs. Je reviendrai sur la définition précise des types et des familles en fait un peu plus tard. Mais donc on a mis en place une hiérarchie en type. En famille, donc 7 familles, et chaque famille est décrite par un certain nombre d'indicateurs, donc 18 en tout, mais par exemple la famille Amont, il y a 3 indicateurs qui vont déterminer sa fragilité. La famille disponibilité de l'aval, il y en a 2. Et l'intérêt, c'est que pour chaque type, chaque famille, chaque indicateur, on a un sous-score de fragilité qui permet d'avoir un outil vraiment très modulable et de voir sur les différents pans quels sont les points un peu sensibles. Donc, comme je le disais, le premier type, ça va être tous les indicateurs qui vont être le reflet de la zone dans laquelle le service d'urgence est. Et donc, ça va refléter le contexte géographique et ce sera des leviers d'action qui ne sont pas directement dans les mains du SU ou de son établissement. La première famille de la zone, c'est l'amont, donc qui va refléter tout ce qui se passe avant le SU. Donc l'accès à la médecine de ville. Et pour ça, on a pris 3 indicateurs. La part d'hospitalisation potentiellement évitable consultant dans le service d'urgence et la part de population du bassin sanitaire qui est dans ce qu'on a défini comme un désert médical, donc qui a accès à moins de 3,3 APL et médecins généralistes ou 130 APL infirmiers. Et l'aval de l'aval, donc ce qui se passe après le centre, pour le moment, il n'y a qu'un seul indicateur. On reviendra en conclusion sur les objectifs qu'on a sur cette famille. Mais donc actuellement, ça reflète le taux d'occupation des SSR vers lesquels le centre oriente des patients. Donc minimum 6 patients ou 10% des patients qu'ils ont orientés dans l'année. Ensuite, pour le deuxième grand regroupement d'indicateurs, donc qui est le type établissement, là, ce sera tous nos indicateurs qui reflètent le service, mais également sa structure. Et donc là, on sera plutôt sur des leviers d'action internes au SU et à son établissement.
Donc les premiers indicateurs qu'on a sont ceux des effectifs, donc qui vont refléter le dimensionnement en effectifs du FU, avec le nombre d'heures de passage rapporté au nombre d'heures de présence médicale et infirmière, et l'indicateur discontinuité développé par la DGOS que Julie avait utilisé également dans sa présentation. La deuxième grande famille, ça va être plus sur le profil et le nombre de patients. On a pris donc la proportion de jeunes enfants ou patients gériatriques, la part des patients présents à 5 heures du matin, et le nombre de patients au moment de plus faible activité rapporté au nombre de patients de plus forte activité. Donc c'est sur le diagramme que vous avez montré, Patrice, qui faisait une grosse courbe. C'est pour voir si le service se vide. Et enfin, ce ne sera pas dans la présentation que je vous montrerai là, c'est pour ça que c'est en gris, mais on va inclure un indicateur sur la part des passages relevant potentiellement de la ville. Ensuite, on a mis un certain nombre d'indicateurs de qualité, la mortalité à 30 jours de la sortie de la SU, des patients âgés hospitalisés, les durées de passage standardisées, gériatriques et jeunes enfants. Et enfin, les deux dernières familles, une qui va refléter la disponibilité de l'aval, donc la saturation de l'aval direct, avec un taux d'occupation en MCO et la part des journées d'hospitalisation dans la structure de rattachement qui est expliquée par des patients bed blockers qu'on a définis comme des patients restant hospitalisés plus de 30 jours. Et enfin, la fluidité de l'aval, qui est donc qui va refléter si les patients restent longtemps dans l'aval. Et pour le moment, il n'y a que l'indice de performance de durée moyenne de séjour, mais comme pour la part des patients relevant potentiellement de la ville, on a prévu de rajouter un indicateur, donc l'indice de maturité du bed management. Alors du coup, comment fonctionne cet outil maintenant qu'on a ces 18 indicateurs, faut en faire quelque chose pour en dériver une fragilité. Donc nous, la première chose qu'on a fait, c'est de discrétiser ces indicateurs pour qu'ils soient tous catégoriques. Donc l'intérêt, c'était de regrouper les profils similaires et dans le cas où il y aurait des cas extrêmes, les atténuer en ramenant les cas vraiment extrêmes dans le groupe le plus proche. Donc on a discrétisé chacun de ces indicateurs en 5 catégories. On envisage peut-être d'en faire plus sur des versions futures. Et on les a catégorisés de façon à regrouper les profils similaires sur un indicateur. Donc pour ça, on a utilisé un algorithme qui s'appelle Camine et qui va faire des groupes qui seront donc uniformes sur les valeurs de l'indicateur, enfin proches, mais qui ne sont pas forcément uniformes sur le nombre d'établissements dedans. Donc là, typiquement, sur cet exemple-là, le groupe le plus haut, il n'y a que 2 établissements dedans. Et dans certains cas, on n'était pas très satisfait des seuils proposés par l'algorithme. On s'est permis de catégoriser a priori sur des seuils qu'on trouvait plus pertinents. Alors là, celle-ci, elle n'a pas du tout marché de diapo, par contre. Ça va être compliqué sur celle-ci. Parce que normalement, j'aurais dû avoir un graphique. C'est pas grave, ce sera un peu plus dur à suivre, mais je vais quand même essayer de faire de mon mieux. Donc, une fois qu'on a tout discrétisé, on va pour chaque groupe, on va calculer une médiane. Et ce qu'on va faire, c'est le groupe qui est le plus bas sur l'indicateur, qui est le moins fragile, on va lui attribuer le score de fragilité de 0. Le groupe... J'ai vraiment des problèmes. Le groupe qui est le plus haut, on va lui attribuer le score maximal, donc qui sera 100 divisé par le nombre d'indicateurs dans sa famille. Donc s'il représente une dimension de la fragilité avec 3 autres indicateurs, il vaudra que pour un tiers, alors qu'une autre fragilité qui est reflétée que par 2 indicateurs, ça vaudra du coup un demi. Donc, score de 0 pour la plus basse médiane, score maximal pour la plus haute médiane, et du coup, pour tous les groupes intermédiaires, c'est juste au prorata de la distance. Mais ça aurait été plus simple avec un graphique. Du coup, je vais donc concrètement, je vais maintenant vous montrer comment se présente cet outil sur les résultats des 2 mêmes établissements que mes collègues.
Donc tout d'abord dans cet outil, avant les résultats pour chaque établissement, on a un gros tableau unique qui résume les coefficients du score. Donc dans ce tableau, on va avoir une ligne par indicateur. Pour cet indicateur, quelles sont les classes qu'on a créées? Donc là par exemple, pour l'hospitalisation potentiellement évitable, tous les centres qui ont plus de 5,29% d'hospitalisation potentiellement évitable sont dans le même groupe et ils ont tous 33 points de fragilité. Tous ceux qui sont entre 4 et 4,49, ils ont 14,1 points et ils sont tous ensemble. Et on rappelle la hiérarchie de chaque indicateur en disant donc là l'HPE, c'est un indicateur qui va refléter la zone de l'établissement et son amont. Ensuite, pour chaque établissement, on a un tableau qui se présente un peu comme ça, où on retrouve notre hiérarchie avec donc en haut du tableau les indicateurs qui vont refléter la zone. En dessous, tous les indicateurs qui vont refléter l'établissement, regroupé par famille, et tout en bas, le score global. Alors, je ne sais pas si ça peut très très bien se lire, donc je vais vous décrire le tableau. Donc, on a sur ce tableau une ligne par indicateur, plus une ligne qui somme pour chaque famille les scores, plus une ligne qui va sommer pour la zone. Et ensuite, en colonne, on va avoir la valeur obtenu pour cet indicateur pour le centre, dans quel groupe ça se place, quel est le rang de ce groupe et combien de points de fragilité il va avoir. Donc si on prend des exemples de lecture, par exemple pour cet établissement A, en 2022, on n'a aucun jour de discontinuité. C'est différent de ce que vous a montré Julie, c'est pas la même année. Aucun jour de discontinuité, donc il marque autant de points que tous les autres centres qui ont eu 0 jour de discontinuité, c'est-à-dire 0 points. Quand on prend le score fragilité de la famille effectif, il a du coup 10,3 points de fragilité sur au maximum 100, ce qui le place comme étant le 55e centre le plus fragile en Auvergne-Rhône-Alpes, donc globalement plutôt pas fragile. Quand on regarde la famille sur laquelle il est le plus fragile, il est 17e plus fragile sur la famille charge, et on le comprend, puisque quand on regarde un petit peu les indicateurs qui composent cette famille, cet établissement a 24% de sa patientèle qui est jeunes enfants ou patients gériatriques. Mais sur les deux autres indicateurs de charge, il est dans le groupe du milieu. Donc il a 10% de ses patients qui sont présents... Enfin, oui, 10% des patients sont présents à 5 h du matin et son point le plus bas est à peu près un tiers du point le plus haut de charge. Et donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un centre qui n'est pas extrêmement fragile puisqu'il est, donc 49e plus fragile en ARA sur ses variables établissement et SU et établissement rattaché. Il est 35e plus fragile sur la zone, et au global, quand on cumule zone plus établissement, il est 44e. Si on prend l'établissement B, là c'est intéressant aussi, puisque on voit que sur la zone, il est assez fragile, puisque c'est la 8e zone la plus fragile en ARA. Par contre, sur les effectifs, il a un score excellent, qui est à nuancer peut-être, puisque, comme on l'a vu, c'est un petit centre avec un SMUR mutualisé qui ne sort pas beaucoup, donc ils ont finalement quasiment 2 équipes H24 pour un nombre de passages assez faible. Et ce qui place cet établissement comme étant le 73e plus fragile en ARA, donc le 3e moins fragile en ARA. Donc on a un centre qui, a priori sur ses indicateurs, va bien, mais il est dans une zone sur laquelle le soin primaire n'est pas extrêmement accessible. Du coup, si on résume un petit peu ce qui a été fait, donc on a créé un score de fragilité qui va résumer 18 indicateurs en permettant de les regrouper en famille et en type et d'avoir à chaque fois des scores pour chaque sous-catégorie, et qui permet également de classer les établissements du plus fragile au moins fragile. Et du coup, l'objectif... cet outil va permettre d'orienter du coup les décisions vers les axes les plus prioritaires, enfin d'identifier déjà les axes les plus fragiles, d'orienter les décisions vers ces axes et de faciliter l'identification de leviers d'action.
Et pour ce qui est des perspectives, donc là, l'outil que je vous ai présenté, c'était donc la version test en Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif, c'est de l'étendre à des données nationales avec un rendu prévu en décembre 2024. On a prévu également d'enrichir la partie aval de l'aval, donc qui pour le moment n'était que sur le SSR, et donc on voudrait rajouter des informations sur la HAD, le médico-social, le psy et l'USLD. Et enfin, il est prévu d'avoir prochainement une concertation avec les différents acteurs de médecine d'urgence pour justement reposer à plat tous ces indicateurs, comment ils sont calculés, est-ce qu'il y en aurait à rajouter, à enlever, est-ce qu'on pourrait changer la façon de le calculer, les sources de données, et toutes ces choses-là. Donc ça avec les ARS, les établissements et praticiens et les sociétés savantes. Voilà, je vous remercie de votre attention.